Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Super, déjà présente-toi. Bah écoute, moi je m'appelle Arwan, donc, Ouais. plus connu sous le nom de Drôle de Garçon sur Instagram. Alors je suis étudiant en école de commerce, donc là c'est ma dernière année, et je suis photographe, directeur artistique et modèle en freelance. Ok, depuis quand tu fais ça? Alors ça fait 4 ans maintenant que j'exerce ces activités, donc j'ai commencé dans la photographie, et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à être un peu plus polyvalent, jusqu'à m'orienter vers de la direction artistique il y a un an. Ok, du coup, tu es directeur artistique dans la photographie ou dans d'autres domaines? Juste dans la photographie. Ok, est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est directeur artistique? Alors, un directeur artistique, sans donner une définition trop bateau, c'est une personne qui s'occupe de l'aspect visuel d'un projet. Ça peut aller à la retouche, au mood board, et soit il est accompagné d'un photographe. En règle générale, je peux bosser avec un photographe en collaboration, soit je m'occupe de ma direction artistique de mon propre projet. Ok, Donc ça dépend. du coup, toi, c'est dernièrement que tu as pris cette direction artistique. Tu as Exactement. commencé par un modèle ou photographe? Alors, j'ai commencé par photographe, puis je me suis orienté dans l'aspect modèle, tout en étant photographe, bien évidemment. J'ai pas changé par rapport à ça. Et de par ma créativité et mes compétences, j'ai commencé à m'orienter vers de la direction artistique après mon exposition en fin 2019. T'as fait une expo? Exactement. Ouais. Sur quoi? Voilà, photographie, portrait, avec mon meilleur ami Dems, que je big up aussi au passage. Et le but, c'était vraiment de présenter différents portraits avec différents thèmes. Donc, c'était mon premier gros succès. Et ça a orienté sur plein d'autres choses. Ok, du coup, comment elles se caractérisent tes photos, pardon? Alors, c'est souvent par rapport à mon mood. Ça veut dire que je peux être très mélancolique, je peux être très joyeux. Et ça va se ressortir dans ma créativité. Par exemple, lors du premier confinement, moi j'ai eu le coronavirus du coup. Et j'étais pas dans un très bon mood. Et à la fin du premier confinement, voilà, j'étais très excité et j'ai mis en place avec mon meilleur ami Dems un projet donc sous le thème de la liberté. Et donc voilà, c'est un aspect créatif sur les champs, etc., avec des draps blancs. Donc c'est vraiment l'expression de mon émotion à l'instant T. Ok. Déjà, pour commencer, comment ta famille a appris le fait que tu décides de t'orienter vers la photographie? Alors au tout début, donc mes parents, ils ont toujours été en mode faut se concentrer bien évidemment sur les études. Et puis pour eux, à la base, c'était qu'un hobby. Donc ils ne le prenaient pas trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'au fil des années, ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. J'ai commencé à bosser avec pas mal de grosses marques. Et lorsqu'ils sont venus pour ma première exposition, et je l'espère, il y en aura d'autres, là, ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait vraiment une carte à jouer là-dessus. Donc ils m'ont poussé, ils étaient surtout très très fiers. Et ça me fait plaisir d'avoir de très bons retours de leur part. Ok, du coup, t'es plutôt soutenu. Ouais, vraiment, ouais. J'ai pas à me Ok. plaindre à ce niveau-là. T'as dit que t'as bossé pour des grosses marques. C'est ça. Du coup, tu faisais de la photo plutôt publicitaire. Alors ouais, c'était de la photo publicitaire et puis de la promotion de différents modèles. Je te donne un exemple, la première collaboration que j'ai faite avec une grosse marque, c'était pour la marque Puma. Donc c'était pour les Puma Cell Alien, pareil, toujours en 2019, parce que ça a vraiment été crescendo étape par étape. Et là, la toute dernière que j'ai faite, c'était pour les 50 ans de l'Adidas Superstar, où je devais mettre en avant l'Adidas Superstar, la blanche. Mais Voilà, tout déjà, simplement. tu dis que ça a été crescendo, mais à quel moment tu t'es dit, je veux vraiment faire un métier? Honnêtement, je me suis jamais dit ça. C'est-à-dire que j'ai pas forcé pour réussir là-dedans. J'ai de la chance de pouvoir gagner correctement ma vie aujourd'hui grâce à ça. Même si je vis encore chez mes parents, c'est un bon complément de revenus et ça m'aide vraiment beaucoup. Et ça a vraiment été étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, on me remarquait pas forcément. Mon style était très axé lifestyle. Je suis pas un passionné de mode, mais j'aime bien m'habiller correctement. Donc ça fait que j'aimais bien mettre en avant mes différents outfits, etc. Et à la fin, au fur et à mesure du temps, avec pas mal de rencontres, j'ai décidé vraiment de m'orienter vers de la photographie plus créative, essayer de déceler une émotion grâce à mes projets. Et je pense que les marques
apprécié jusqu'à présent. Donc, Mais c'est ça que je j'en vais te profite. demander, c'est comment... Parce que ici, j'ai reçu plusieurs photographes, dont certains qui font de la photographie publicitaire, entre guillemets. Euh, et d'autres qui font de la photographie soit très créative, soit, je dirais, humaine, moi, avec mes mots de pas photographe, tu vois. Oui, Mais comment se passe le switch? Comment on se dit, ok, là je fais des photos qui sont pour les marques, très commerciales, entre guillemets, sans exactement. avoir de créativité du tout, mais très plutôt commercial. Et je vais passer un truc qui est beaucoup plus artistique, avec des guillemets encore une fois, mais beaucoup plus artistique et beaucoup plus organique pour moi. Bah écoute, ça a été à force de faire des musées. Faut savoir que c'est grâce à ma copine que j'en suis là aujourd'hui. C'est elle qui m'a acheté mon tout premier boîtier. C'est elle qui m'a un peu forcé à m'intéresser à tout ce qui est art, aspect culturel, parce que je l'avais un peu perdu quand j'étais plus jeune. Et au fur et à mesure des rencontres, donc par exemple, Dems, c'est un photographe aussi qui est extrêmement talentueux sur Paris. Et il est vraiment, il a un aspect très poétique des choses. Et au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment laissé aller. Et il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à travailler sur des photographies où j'exprimais une émotion. J'ai eu beaucoup de retours où les gens arrivaient à capter mon émotion à ce moment-là. C'est-à-dire quand j'étais pas bien, je faisais en sorte de le retranscrire en photo. Parce que pour moi, c'était une sorte d'exutoire, en fait. Et à partir du moment où j'ai cet exutoire-là, c'est ancré à ma peau. Et quand on me demande de faire des projets, entre guillemets, un peu plus commerciaux, j'essaie quand même de mettre ma touche artistique et non faire du lifestyle, quelque chose de très banal que tout le monde peut faire, entre guillemets. Ça veut dire que, ben, est-ce que tu pourrais dire que avant de commencer à faire de la photo plus artistique et plus organique pour toi, ce que tu faisais, c'était c'était plus neutre dans la patte, je veux dire. Il y avait moins de toi. Ouais, c'est sûr. C'était très lifestyle, très basique. Je me suis un peu fait connaître grâce à ça. Donc j'ai envie de te dire, entre guillemets, tant mieux. Mais il n'y avait pas d'émotion. C'était pas travaillé. euh, et pour moi, j'étais pas du tout un créatif. J'étais juste une personne qui faisait du contenu sur les réseaux sociaux. Et basta. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment essayé de driver là-dessus. En étant vraiment un artiste. euh, entre guillemets, vraiment créatif. Vraiment orienté aspect émotion. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Là, je suis dans un bon mood. Mais entre-temps, avec tout ce qui se passe avec le Covid, etc., il y a énormément de confusion. Donc, j'ai pas mal d'idées en rapport avec ça. Sur des thèmes comme l'amour aussi, par exemple. Sur toutes ses formes. Là, j'ai essayé de faire une petite série dernièrement avec un photographe qui s'appelle Tres Fun. Où le projet c'était Psychotic Love. Donc, voilà, l'amour très sombre. Avec une post-prod très, très sombre. Et je pense que les gens aussi l'ont parfaitement compris. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque projet, qu'il soit gros ou petit. Alors, déjà, j'ai une question en tête, mais je vais d'abord poser celle-ci. Je t'écoute. La première que j'ai, c'est comme tu me dis que ta photographie, elle est très liée à tes émotions. Du coup, il n'y a aucun mood, il n'y a aucune émotion qui te bloque. Toutes les émotions, tu les utilises pour faire des photos. Alors, j'ai pas été bien à la période du coronavirus, là, au tout début, comme la plupart d'entre nous, justement. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup renfermé. Alors que je suis quelqu'un voilà, qui est très joyeux, qui s'exprime beaucoup, qui retient pas ses émotions. Et je pense que c'est important, déjà dans l'art, de manière générale, d'exprimer ce qu'on ressent, que ce soit de la bonne façon ou de la mauvaise façon, que tu sois dans un bon mood ou un mauvais mood. Donc aujourd'hui, je ne peux plus bloquer mes émotions. Donc si je suis pas bien, et que par exemple je suis en panne de créativité, je vais essayer à ce moment-là de construire un projet en rapport avec l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle, donc dans un mauvais état. Et si je suis mieux, j'essaie de retranscrire à ma manière pour que les gens ils comprennent qu'à ce moment-là, effectivement, c'était compliqué. Donc ouais, je fais en sorte vraiment voilà, de lâcher prise. En fait, c'est vraiment le lâcher prise. Et pour moi, l'art, c'est totalement le lâcher prise. Voilà. Et du coup, la deuxième question que j'avais, c'est comment ça se voit dans tes photos? Parce que je vais compléter. Tu vois, ici, j'ai reçu une portraitiste très talentueuse, Marie Falgou, qui me parlait des émotions qu'elle essayait de chercher dans les visages des gens qu'elle prenait en photo. Euh, Toi, tu parles d'émotions, mais tu fais pas de portrait. Enfin, je sais pas si tu fais des portraits, mais comment tu retranscris l'émotion dans laquelle tu es au ce moment dans ta photo? Alors, quand je fais des portraits pour moi-même, c'est assez facile.
parce que c'est moi qui contrôle mon émotion. Par contre, c'est forcément plus compliqué quand je fais de la photographie face à quelqu'un d'autre. J'essaie de voir. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je fais pas de projet pour faire un projet. C'est-à-dire, faut qu'il y ait quand même une portée artistique. Donc, si la personne a des compétences ou des talents particuliers comme la danse, comme le chant, euh, j'essaie vraiment de mettre en place un projet avec lui, mettre un mood board, écrire. Je lui demande d'écrire ses émotions à l'instant T, pourquoi il veut réaliser ce projet-là. Et en fonction de ça, lors du shoot, j'essaie de le driver en lui disant voilà, si t'es dans un mauvais mood, le but c'est pas de retranscrire ce mood-là en souriant par exemple. Moi, la plupart de mes photos par exemple, ou même quand je prends des gens en photo, les personnes ne sourient pas. C'est fait exprès. C'est vraiment pour qu'il y ait une certaine neutralité dans l'émotion, parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant de prendre une photo sans réelle émotion, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est. Je peux parfaitement faire une photo sans sourire, mais ça se trouve, je vais quand même être bien. Donc ça pousse aussi le public à réfléchir à l'état de la personne, et si les personnes arrivent à deviner vraiment l'état dans lequel est la personne, à ce moment-là, pour moi, c'est que le projet il est réussi. Oh, mais du coup, t'as pas une vraie volonté de montrer l'émotion alors si tu laisses l'opportunité aux gens de faire leur interprétation de l'émotion qu'il Le y avait but, en c'est quand photo. même d'essayer de laisser les gens avoir leur propre avis. Moi, je sais que dans mon travail personnel, je retranscris ce que je ressens à l'instant T. Maintenant, les gens ne sont pas obligés de comprendre. Il y a des gens qui arrivent à comprendre, de plus en plus de gens d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis assez content de l'avancée des choses. Mais il y en a, par exemple, qui sont pas axés art, et qui vont peut-être se dire ah bah c'est une magnifique photo, bien joué, mais c'est tout. Surtout que quand on poste sur les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est-à-dire qu'une une publication, elle va peut-être tenir le coup pendant peut-être 24 heures, mais après c'est tout. C'est plus pour les personnes qui ont vraiment un attrait à l'art et qui arrivent à comprendre les choses, alors que les personnes, entre guillemets, lambda, par exemple, mes parents sont pas axés art à proprement parler. Donc peut-être qu'ils vont se dire, ah bah peut-être la photo elle est bizarre, il y a peut-être pas de signification, mais c'est quand même joli. C'est plus par rapport à ça que je voulais préciser mon propos. D'accord, mais du coup, comment on marie le fait de vouloir transmettre des émotions, retranscrire des émotions qu'on a envie d'exprimer avec des projets sur lesquels on travaille, tu vois. Comment, par exemple, quand on va voir, je sais pas, une danseuse qui veut faire un projet et qu'on a une émotion, nous, qu'on veut exprimer, on arrive à marier les deux pour que tout corrèle. Alors, tout dépend de la post-prod. Moi, je suis un fan du noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est des émotions que tu peux pas retranscrire en couleur. Le noir et blanc, ça peut très bien être une photo de famille où vous êtes tous en joie, ou une émotion particulière où tu es très triste. Le noir et blanc, c'est quelque chose de très fade, où tu sais pas trop où te situer. Donc si la personne en question elle a envie de retranscrire une émotion, par exemple négative, soit je me tourne sur une post-prod assez sombre, avec des teintes très sombres, très fades, euh, du gris et du noir principalement. Par contre, si là on est dans un mood très joyeux, j'ai plus m'orienter vers des choses beaucoup plus claires. Ça va dépendre aussi du lieu. C'est-à-dire que si la personne elle est très enjouée, bah, je vais essayer de trouver un endroit très lumineux, soit sur Paris, soit chez elle, où je vais faire une post-prod très éclairée, avec du jaune. Je vais pas trop baisser la saturation, je vais peut-être augmenter un petit peu la clarté. Alors qu'à contrario, la clarté, je vais la baisser, je vais peut-être baisser la saturation, je vais peut-être aussi baisser l'exposition. C'est pas que l'expression faciale. Il y a aussi la post-prod qui joue beaucoup. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille énormément en ce moment. Et pour toi, elle est où ta part créative, du coup? Parce que du coup, moi, je pourrais te dire quoi? C'est ce que souvent je pose comme question un peu malicieuse aux photographes, tu vois, c'est la créativité, elle est où? Parce que du coup, tu as un cadre, tu as une émotion, tu as un modèle, tu shootes. Où est la créativité? Dans la mise en scène, je pars du principe que tout ce que je retranscris, tu peux peut-être t'en inspirer, mais tu ne peux pas copier. J'essaie de faire ce que les gens ne font pas, que les gens ne vont pas oser faire. Je te donne un exemple tout bête. J'avais eu un concept il y a 2 ans avec un photographe que j'apprécie beaucoup aussi, où moi, mon objectif, c'était juste de changer de pseudonyme. Pour la petite histoire, le pseudonyme Drôle de Garçon, c'est ma première belle paye que j'avais eue lorsque j'étais encore étudiant. Donc j'avais acheté les Converse comme des garçons, la toute classique. Après, j'ai fait un jeu de mots, ça a fait Drôle de Garçon. Et ensuite, je voulais passer à Mauvais Garçon.
Et j'avais vu le clip de Joke, Ateyaba. Il me semble que c'est Rock With You. Et en fait, dans la mise en scène de la vidéo, euh, on le voyait allongé avec une croix inversée. Et en fait, dans les colonnes de Buren, donc les colonnes elles sont assez hautes, donc on est allé super tôt. Et on avait réalisé ce petit projet avec un iPhone 7 à l'époque. Et j'avais demandé au photographe juste de bien positionner l'iPhone de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine profondeur au niveau du champ visuel de la photo. Donc ça fait que c'était comme si, en plus de ça, dans les colonnes de Buren, tu as des lignes. Donc je me suis mis sur les lignes, comme si c'était entre guillemets la mort. Et il y a eu la post-prod qui allait avec, donc énormément de saturation, une retouche assez fade. Donc moi, je ne fais pas ce que les gens font. Je suis vraiment pas dans le classique. Euh, L'émotion, c'est quelque chose d'assez complexe à retranscrire. C'est ça ma créativité. C'est vraiment dégager de l'émotion, que ce soit dans mes projets personnels ou mes projets professionnels, soit pour un client, soit pour un particulier. Et c'est pas essayer de faire des trucs un petit peu ingénieux sur Photoshop. Less is more. Faut vraiment être le plus simple possible, mais le plus créatif possible. Mais alors la question qui me vient là, c'est est-ce que parfois, dans cette dynamique-là, on n'est pas tenté de juste faire de belles compositions? C'est ça, ce que tu fais, c'est ça, la composition de la photo, trouver le cadre et tout, trouver les angles de vue et tout. Est-ce qu'on n'est pas tenté de faire juste des belles compositions pour dire qu'on n'a juste pas fait comme les autres? Alors c'est compliqué. Alors d'un côté, oui. Mais moi, j'aime pas faire de la photo pour faire de la photo. C'est super simple de faire des photos dans des beaux endroits. On a juste qu'à partir à l'étranger. J'ai un bon matos, je clique et c'est fini. Le plus difficile, en fait, quand on a un créatif et qu'on essaie de retranscrire des émotions dans son travail, c'est qu'une fois que c'est fait, quel projet on peut remettre en place juste après. Ça, j'avoue, encore aujourd'hui, en 2021, j'ai encore du mal à le faire. Ça va de mieux en mieux parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience. Et je suis plutôt bien entouré, mais c'est difficile. Donc ça peut être aussi dans la musique, quand tu fais un album, ok, ben le deuxième, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. Parce qu'il y a des albums il y a des artistes qui sont très ego trip. Moi, si je peux me comparer à un artiste musical, je suis pas ego trip du tout. Donc je fais des projets en rapport avec mon émotion. Euh, Par exemple, je peux voir soit une embrouille avec des gens dont je suis proche, ou juste quelque chose que je vois, enfin, je sais pas, dehors, par exemple, le temps. Donc, bon, bah, si le temps, il est pas dans un bon mood, bah, je vais essayer de faire un truc en rapport avec le temps, en rapport avec la pluie, jouer avec les éléments. C'est, c'est compliqué. Après, encore une fois, bah, quand forcément t'es en panne de créativité, parce que ça arrive, j'essaie vraiment de faire en sorte de stopper net, donc de plus du tout me concentrer. C'est très rare. C'est arrivé lors du premier confinement, encore une fois. Mais je me stoppe net, je force pas parce que de toute façon ça sert à rien de forcer, il faut que ça vienne de moi. Et une fois que ça revient, ben, je laisse exprimer mes émotions sans être dans le contrôle. Parce que je pense qu'il faut pas être dans le contrôle. Si je suis dans une dynamique de création, je vais créer. Et si je suis pas du tout dans une dynamique de création, je ne crée pas. Tout simplement. Mais tu vois, tu as pris un exemple qui était hyper intéressant, c'est la musique. Beaucoup d'artistes musicaux sont confrontés à ce problème-là. C'est la question, c'est là d'où sort ma question, tu vois. C'est que pour faire différent, ils se sont dit, ben, je vais tenter un truc. Il n'y a aucune vraie idée derrière, il n'y a aucune émotion derrière, il n'y a aucune vraie intention derrière, tu vois. Exactement. Juste tenter de faire différent. Ça se voit, tu vois. Et c'est là où je me dis que dans toi, ce que tu fais, tu pourrais tenter de faire ça, mais même parfois inconsciemment, tu vois. Juste te dire, ben, je sais pas, ce cadre-là a l'air beau, j'ai peut-être une idée qui pourrait s'y glisser, qui a l'air particulière, ben, je vais le faire. Mais en vrai, il n'y a rien derrière, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu arrives, par exemple, à oser te dire, ben, je pourrais utiliser ce cadre-là, j'ai une idée pour être inventif dans ce cadre, mais je vais pas le faire parce que l'attention que j'ai, elle n'est pas vraiment profonde. Exactement. Faut que la photo elle soit vraie. Si la photo elle est pas vraie, qu'importe que j'ai plusieurs likes, que j'ai plusieurs marques qui me contactent derrière, je ne poste rien. Ça, c'est hyper Mais du coup, important. tu le vois après ça. Donc, du coup, ce que je te dis, ça peut t'arriver. Et c'est après, en regardant la photo, tu te dis, ah ouais, mais en fait, là, j'étais pas vrai avec moi. Alors moi, je vais te dire très honnêtement, à chaque fois que je vais dans un shooting ou que je mets en place un projet, j'ai déjà l'idée en tête, quoi qu'il arrive.
Ça, c'est sûr et certain. Ça m'est jamais arrivé d'aller sur un shoot et de ressortir avec quelque chose que soit je ne poste pas, soit que je n'utilise pas. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un d'assez sûr de moi, donc je sais ce que je fais et mon but, c'est pas du tout de perdre de temps. Et puis encore une fois, de toute façon, moi, dans mon art, c'est tout vient, voilà, tout vient tranquillement. C'est-à-dire que, par exemple, si demain je vais shooter, je sais pourquoi je vais shooter, je sais ce que je vais utiliser, je sais quel post-prod je vais utiliser. Donc c'est vraiment pas de contrôle. Par contre, si je sens que, avec ce que tu viens de me dire, c'est forcé, là c'est pas possible. Par exemple, c'est pas une attitude, mais si un particulier me demande mes tarifs pour un shoot, je vais lui dire oui, ok, y a pas de souci. Mais c'est vrai que la plupart du temps, si c'est pour faire de la photo, c'est pas que je lui dis non, mais je suis quand même assez réticent. Faut quand même que la personne, elle ait une idée, que ça lui fasse plaisir de le faire, pour que moi j'essaie de retranscrire ce que elle a envie, parce que moi j'aurais compris ce qu'elle m'a demandé. Si c'est pas le cas, même pour 100, 150 euros, je vais pas le faire. Et c'est pareil pour les marques qui me contactent. Ils ont une idée, je regarde l'idée, moi je leur explique ce que je vois en termes de DA. S'ils sont pas d'accord avec ma DA, je refuse, constamment. Ok. Ça c'est clair et net. Ça, c'est ta rigueur avec toi-même pour être sûr de rester vrai, et Exactement. coller à tes émotions et tes idées. Exactement. Et c'est comme ça que les gens sont intéressés par mon travail. Et c'est pour ça que les gens ils me suivent et ça changera pas ça. Voilà, j'ai pas envie d'être commercial, j'ai pas envie d'être une personne que je ne suis pas. Mais c'est Ça dur n'a aucun intérêt. de rester focus là-dessus et de pas être appelé par les sirènes, tu vois, dans le sens où si ça a l'air de bien marcher, tu vois, mais si ça marcherait encore plus, parce on peut toujours être plus, tu vois, et, et qu'on t'appellerait pour plein de projets hyper bien payés, et tu pourrais être tenté de te dire, bon, allez, je mets mes émotions, je mets mes idées de côté, je le fais parce que ça marche bien. Non, moi je suis pas du tout dans la pas du gain. Avoir, parce que comme l'argent c'est important, mais c'est pas ce qui compte le plus dans la vie. Moi, si je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime, et en étant entouré pardon, des gens que j'aime, et en étant inspiré par les gens que j'aime, comme ce qui se passe actuellement, là je suis d'accord. Mais si par exemple Nike me contacte, non pas pour une paire que je n'aime pas, mais avec une idée où je suis pas d'accord, là par contre ça va être compliqué. J'ai jamais accepté quelque chose contre mon gré. Ok. Ça c'est pas possible. C'est ma ligne directive et pour moi c'est ça l'art. C'est être exigeant avec soi-même, c'est avoir de la rigueur, mais c'est aussi rester authentique. Hmm. Pour moi, t'es pas un artiste si tu suis la tendance, si tu suis ce que les gens te demandent de faire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Ok, je suis d'accord. Et du coup, quand on passe devant l'objectif et qu'on devient un modèle, est-ce qu'il y a pas un truc un peu frustrant? Parce que tu vois, je pose cette question-là parce que c'est intéressant. J'ai pas invité de modèle ici. On m'a proposé des gens qui sont modèles. Il y a des gens que je connais qui sont modèles. Je me suis posé la question de les inviter, tu vois. Et ma réponse était, c'est pas créatif pour moi être un modèle. Tu vois. Intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est que bon, toi, tu fais autre chose. Du coup, tu es là, mais tu es modèle. Du coup, je peux te poser des questions que je poserais à des modèles, tu vois. Déjà, tout bêtement, est-ce que tu trouves que c'est créatif d'être modèle? Alors, moi, je suis un modèle un peu particulier. Je vais t'expliquer. Quand j'ai une pensée, euh, par exemple, ma dernière série Psychotic Love, j'avais une idée derrière la tête. J'ai dû mettre une semaine pour réfléchir à cette idée-là. Je pourrais très bien me dire, je vais prendre une modèle ou un modèle, et l'émotion que j'ai, je vais la retranscrire via cette personne-là. Mais encore une fois, c'est pas authentique. Mon but, c'est, j'ai une émotion, soit je suis bien, soit je suis pas bien. Mais dans tous les cas, c'est moi qui passe modèle. Je suis un modèle un peu particulier. Ah, mais du C'est-à-dire coup, t'es que, modèle que pour toi. alors, dans mon travail, ouais, Ok. exactement. Et dans mon rôle de photographe, c'est aussi sur des projets voilà, créatifs, donc soit en lien avec des marques, soit c'est parce que j'ai une idée en tête. Et là, je me dis, faut que je trouve une personne qui pourrait être en adéquation avec ce projet-là. Ou je mets en place un projet par rapport à un thème en particulier. Et là, je sais que c'est pas moi qui vais passer devant, tout simplement. C'est pour ça que je suis modèle sans vraiment être modèle. Il y a eu une transition où au départ, effectivement, c'était pour shooter mes looks, etc. Mais le fait d'être modèle, ça me donne un œil différent quand je passe en tant que photographe que les modèles n'ont pas quand ils prennent un appareil, en fait. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement polyvalent
Et c'est pour ça que la direction artistique, je commence à maîtriser plutôt correctement. Je vais revenir là-dessus après sur la DA, mais du coup, c'est particulier aussi pour toi. Parce que, en fait, t'es modèle à ton propre service et au service de ta créativité. Exactement. C'est Du tout coup, à fait ça. t'es pas juste un modèle. Non, j'ai pas de. J'ai pas de mots. Au début, on disait que j'étais un influenceur. Ça, c'est un mot que je déteste. Créateur de contenu, c'est un mot que je déteste. Je l'ai toujours dit. Je suis un artiste sans vraiment être un artiste. Je me considère comme un artiste pour moi-même. Et parce que je pense que le travail que je fais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont modèles pour exprimer des émotions pour eux-mêmes et en même temps qui savent maîtriser à peu près les codes de la photographie et qui arrivent à allier les deux pour allier un peu le côté business et le côté créativité, émotion pour son cas personnel. C'est ça. Est-ce que ça t'intéresserait du coup d'être juste modèle? Ça t'aurait intéressé d'être juste modèle si t'étais pas photographe? Non. Parce que c'est grâce au fait d'être photographe, en tout cas de faire de la photo plutôt, pardon, que ça m'a permis de passer modèle et de retranscrire mes propres émotions. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un photographe pour demander, pour me dire, bon, tu peux m'aider sur quelque chose, sur un projet, j'ai une idée en tête, etc. Je peux très bien prendre mon appareil ou même mon téléphone, parce que ça m'arrive de prendre des photos à l'iPhone et de me faire mon autoportrait aussi. Voilà. Mais est-ce que si moi je suis photographe et que je t'appelle pour tes qualités de modèle, tu viens ou pas? Si c'est pour te donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Mais si c'est à des fins très personnelles ou s'il y a pas Non, quelque juste chose... j'ai besoin d'un modèle. C'est tout. Tu vois, je t'ai vu sur Insta, j'ai vu que t'étais modèle, entre guillemets, tu vois, et je veux un modèle, ben je t'appelle. Est-ce que ça t'intéresse ou pas ça? Ce genre de Honnêtement, je me projet. pose la question. Ça m'est pas encore arrivé, Ok. donc j'attends de voir. Mais à chaque fois que je suis passé modèle, c'est parce que j'ai une idée bien précise. Ok. Constamment. Toi, C'est être pas modèle en pour tant que le... tel, ça t'intéresse pas en vrai. Comment? Mais être modèle en tant que tel, c'est pas ce qui te pousse. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a... Dans ce domaine-là, il y a tellement de choses beaucoup plus profondes qu'être modèle. Le fait... Enfin... Ma manière d'être modèle à moi, j'en connais très peu qui le font. J'en connais juste une qui se débrouille vraiment très bien toute seule. Il s'appelle Dany d'ailleurs, que je big up aussi. Mais pour le reste, non, je suis pas un modèle comme les autres, en réalité. Et je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce que je suis modèle? Est-ce que je suis photographe? Est-ce que je fais de la DA? Et au final, je suis juste polyvalent et je fais de l'art à ma manière, tout simplement. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu m'as dit que tu t'es mis à devenir modèle juste pour pouvoir faire exprimer tes propres idées et pas avoir besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour aller les faire, pour tout Exactement. faire de A à Z tout seul? C'est ça. Est-ce que à force, le chemin inverse c'est pas fait? Est-ce que le fait d'être modèle, de devenir modèle, n'a pas influencé tes photos et t'a pas apporté d'autres idées? Ah, bien sûr que si. Et aussi parce que je suis entouré de personnes, pour le coup, très créatives. Et je suis très exigeant avec moi-même. Donc ma copine, mon meilleur ami, c'est les deux personnes principaux où je vais demander un avis. Et en règle générale, l'avis est... Alors, pour ma copine, c'est positif sans vraiment l'être. Elle est très exigeante et très dure avec moi et ça me permet aussi de ne pas rester sur mes acquis. Et mon meilleur ami, bah, il a tendance à me dire, ouais, ça c'est bien, mais il faudrait peut-être mettre plus ça, peut-être mieux se positionner, etc. Donc après, j'ai un recul aussi sur les choses qui est assez intéressant. Et ensuite, je retravaille jusqu'à l'excellence. Mais bon, l'excellence n'existe pas, donc juste je travaille. Et après, on verra bien où ça nous mène. Mais du coup, ma question c'est vraiment, est-ce que parfois tu t'es pas trouvé dans des positions en tant que modèle pour tes propres... Enfin, c'est un peu alambiqué, mais je vais essayer de me faire comprendre, tu vois. Tu t'es mis en place un set pour shooter, où toi t'es modèle. Est-ce que dans ta position de modèle, face à ton propre objectif, tu t'es pas dit, ah mais là, je pourrais faire ça en tant que modèle, ça pourrait apporter autre chose à ma photo? Ouais, quand même. Effectivement, quand même. Après, c'est assez rare. Mais le fait, quand je passe photographe, au lieu de passer modèle, c'est vrai, mon œil, il est assez différent. J'ai un mauvais réflexe, que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est que souvent, quand je passe justement photographe, mon œil, il est pour moi. Donc, par moment, je fais même pas attention à ce que le modèle pense et ce que le modèle veut. J'essaie de retranscrire en fonction de ce que lui me dit, ce que moi, je veux voir.
Ça, c'est un peu dangereux. Souvent, on me le demande parce que les gens trouvent que je suis assez créatif et que ça peut être pas mal. Mais quand même, le but d'un modèle ou d'un photographe, c'est de retranscrire euh, soit une émotion, soit quelque chose qu'elle a envie de voir par rapport à la personne en question, quoi. Donc, si le modèle il a envie de sourire, moi qui n'aime pas sourire, enfin qui n'aime pas sourire, je souris de manière générale, bien évidemment, mais qui sourit pas en photo, c'est pas moi qui vais le prendre en photo en train de ne pas sourire. Autant que j'aille dans son sens. Donc c'est bien, en même temps c'est piégeux quand même. Hmm. Ça peut me jouer des tours, donc j'essaie de faire attention là-dessus. Après, quand c'est des gros projets, où effectivement là on me demande d'être dans la photographie et la DA et de m'occuper de cet ensemble de choses-là, effectivement là j'essaie vraiment de faire en fonction de moi, d'exprimer et d'expliquer en amont ce que moi j'ai envie de mettre en place avec l'accord des différents protagonistes, bien évidemment. Et s'il y a accord, ben là, effectivement, je m'éclate. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que quand tu maîtrises un art de A à Z, et quand je dis maîtriser, ça veut dire que tu t'es attelé à connaître chacun des métiers qui correspondent à cet art-là. Dans ton cas, tu es photographe, tu as appris le métier de modèle, enfin, tu apprends la DA et tout, tu vois. Ça peut te mettre dans une bulle d'auto satisfaction, ou en tout cas d'auto nourriture, tu vois. Genre, tu veux juste comme tu as toutes les étapes, tu veux juste voir le résultat final que tu maîtrises de bout en bout. Et du Exactement. coup, ça peut te sortir de la réalité, entre guillemets, des autres, en vrai. Exactement. Et d'un côté, c'est bien, parce que quand on a besoin de tes services, bah là, forcément, c'est top, c'est topissime. Mais quand on n'a pas besoin de ton avis et de ton ressenti par rapport à la problématique posée, là, forcément, ça peut poser problème. Ça m'a pas encore posé problème jusqu'à présent, donc je croise les doigts. Mais j'anticipe et j'essaie de faire Ouais, tu attention. pourrais t'arriver à vouloir des fois imposer des idées alors qu'en vrai, c'est pas ce dont on a Exactement. besoin. Voilà, c'est ça. Exactement. Ok, je vois. Et du coup, on va en venir à la DA. Euh, t'es DA pour tes propres projets ou pour des projets sur lesquels on t'alloue? Alors, je suis DA pour mes propres projets, soit en collaboration avec d'autres personnes, soit moi tout seul. Et je suis aussi DA pour les projets justement où on me missionne. Alors déjà, j'ai une première question. Écoute. Est-ce que... Parce que du coup, quand t'es DA, tu me dis si je me trompe, c'est pas forcément toi le photographe. Exactement. Est-ce que ça, c'est pas frustrant quand on est photographe et qu'on maîtrise de bout en bout tout ce qu'on fait? Ça dépend. Ça dépend le projet. Par exemple, quand je connais le photographe et que je bosse en binôme avec lui sur la DA, là forcément il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand je connais pas le photographe, du coup c'est un peu frustrant parce que même si je lui propose ma DA à moi, ça sera pas la même chose. Le rendu sera pas pareil en photo. Alors que par exemple, mon meilleur ami, je bosse constamment avec lui. Et j'ai pas besoin de regarder ce qu'il fait. Que même si je lui propose une DA, je sais que ça va retranscrire ce que je lui explique. Donc c'est 50-50. C'est un petit peu compliqué quand même. Et est-ce que... J'ai une question toute bête, hein. Mais est-ce qu'un DA, du coup un directeur artistique, c'est vraiment... Il est vraiment à la base de la création artistique du projet ou est-ce qu'il doit juste retranscrire une idée déjà créée? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pour moi, il est vraiment à la base même du projet. Ça veut dire qu'il s'occupe des visuels, il s'occupe du mood board, il s'occupe de la scénographie, et c'est le photographe qui retranscrit. Ok, mais au-dessus de toi, il y a bien quelqu'un. Tu vois, pour revenir un peu au début, tu travailles pour des marques. Moi, je suis Puma, Nike ou Adidas. Je viens de dire, ok, j'aime bien ce que tu fais, du coup, je veux que tu sois DA pour une campagne de, je sais pas, de Nike. Tu vois, de paires de baskets de Air Max. Sauf que nous, on a quelques idées quand même. Nous, chez Nike, on travaille un peu, tu vois, on a Ouais, de l'expérience, bien on a sûr. quelques idées. Du coup, on veut que tu sois DA, mais avec ces petites directives-là. Ça existe ou pas? Ou est-ce que juste, ok, nous on a une Air Max à mettre en visuel, carte blanche. Bah, je pense que ça existe, mais dans ce cas-là, la personne en question, elle est pas DA. C'est le DA qui s'en occupe, normalement. C'est le DA qui s'occupe des visuels, donc, pour répondre à ta question, moi, si ça m'arrive, si par exemple je dois bosser avec Nike sur une direction artistique d'un projet et qu'ils ont déjà une idée bien ficelée, je vois pas ce que je vais leur ramener dans ce cas-là. Peut-être ton œil. Non, mais dans ce cas-là, je change tout. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est là que ça coince.
Mais Si il pourrait je- dire, je fais le tatillon, tu vois, mais c'est un truc que je connais en tant que créatif. Bien sûr, Parfois, on appelle des créatifs pour leur manière de retranscrire les choses. Un peu comme des réalisateurs. J'ai bien sûr, reçu des réalisateurs il n'y a exactement. pas longtemps, tu C'est vois, ça. mais qui vont avoir un scénario, qui vont avoir une idée de ce que veut la production, et on va leur dire, ok, bah, par exemple, pour des mecs qui sont très très marqués, par exemple Tim Burton, on va dire à Tim Burton, ok, nous on a ce scénario-là, cette histoire-là, mais on veut que tu la Tim Burtonises, tu vois. Ouais, c'est ça. Du Ouais. coup, en vrai, t'es pas à l'origine même du projet, Voilà, vu que c'est t'as ça. pas écrit l'histoire et tout, Voilà, c'est ça. mais t'as la direction artistique quand même. C'est cette question-là que je te pose, tu vois. Est-ce que du coup, pour toi, c'est vraiment de la direction artistique ou non, pas vraiment? Pour moi, c'est pas de la direction artistique. Donc, tu seras accrédité comme tel, forcément. Surtout pour des marques de très très haut niveau. Mais là, il y aura de la frustration parce qu'au final, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui drive, c'est pas toi qui retranscrit un scénario. Donc, moi, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a des choses qui me sont pas encore arrivées. Donc, ça m'est pas encore arrivé. J'espère que ça va pas être le cas. Parce que si ça arrive, moi, je vais refuser. Mais du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que ça peut arriver aussi, tu vois. Pour parler un peu des échecs, dira-t-on, tu vois. Mais qu'on te dise, ok, carte blanche, t'as la DA, fais tout de bout en bout. Et que quand tu livres le projet fini, on dise, ah ouais, mais frère, en fait, on n'avait pas compris ça comme ça, tu vois. C'est pas ce qu'on voulait, en fait. Alors, non, ça m'est pas encore arrivé. Et de toute façon, je mets bien un point d'honneur là-dessus. Vous regardez mon travail, je peux vous faire une présentation PowerPoint, il n'y a pas de souci. On prend un rendez-vous, on fait un meeting de 1 heure, 1 heure et demie pour expliquer les choses. Si on m'accepte, soit que ce soit à la DA ou même à la photographie, c'est pour mes compétences, c'est pour mon idée. Donc moi, il me faut absolument carte blanche pour créer. Si j'ai pas carte blanche pardon, pour créer, je refuse. Même pour 2000, 2500 euros, ça n'a pas... Ça n'a pas d'intérêt. Bah non, ça n'a pas d'intérêt. Au final, c'est comme si tu fais un métier, t'es directeur commercial, ou même, enfin, je sais pas, t'es maquilleuse, mais au final, tu maquilles pas, quoi. Enfin, Hmm. c'est pas logique. Ouais, ouais. Voilà, bah, c'est la même chose dans l'art. Alors, j'ai deux questions en plus par rapport à la DA. Est-ce que, pour toi, c'est pas la part la plus créative de ton travail? Première question. Ouais. Parce que ça part de tout, en fait. S'il n'y a pas de DA, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de DA, il n'y a pas d'idée. Donc, si je suis pas bien, je vais essayer de faire un mood board par rapport à l'émotion en particulier. Et à ce moment-là, j'essaie de voir comment moi je peux la erwaniser, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est la pièce manquante du puzzle. Et c'est un métier qui était dévalorisé, oui et non, mais qui commence un peu à repointer le bout de son nez à cause du confinement, parce que, enfin, du coronavirus, pardon, parce que ben, la plupart des DA sont en freelance. Moi, je fais de la freelance dans les trois thèmes, dans les trois thématiques. Mon meilleur ami aussi, il est en freelance. On nous donne un peu plus de chance. Aussi parce que bah, quand tu es en freelance, tu as carte blanche. Tu es un peu ton propre patron. Tu as ta propre vision des choses. Alors que quand tu es DA, par exemple, en boîte de com, ou par exemple chez Publicis, donc, qui est l'un des plus connus, tu es un peu drivé, quoi. Donc c'est un peu directeur artistique, histoire de dire, mais tu as des directives, quoi. Hmm. Donc c'est un petit peu compliqué. Et tu me dis que c'est la pièce manquante. Mais avant que tu t'attelles vraiment, en tout cas que t'intellectualises le fait que tu sois DA, il te manquait pas quelque chose? Je pense que oui. Comment tu travaillais alors? Tout à l'instant. De l'instant. J'avais une idée, bon bah allez, j'essaye. On verra ce que ça donne. Ça passait. Mais là, j'ai un côté forcément plus professionnel, plus rigoureux et plus organisé, même si je sais que je dois encore m'améliorer sur plein de détails. Donc, que ça soit au niveau de la scénographie, que ça soit au niveau du cadrage, que ça soit au niveau des moodboards, par exemple, avant chaque projet, en dehors du moodboard, j'essaye d'écrire sur mon bloc-notes les émotions que j'ai à ce moment-là, ce que j'aimerais mettre en place. Je vais pas dire sous format poétique, mais en tout cas, j'essaie de me l'imaginer visuellement plutôt à l'écrit. Chose que je ne faisais pas avant. Donc ça, je pense que ce processus-là, il est dû au fait que j'ai repris un petit peu la lecture. Et aussi que je fais de plus en plus de musées ou de galeries d'art
Donc d'ailleurs, si tu veux faire une galerie en ce moment, c'est ouvert. Il n'y a pas de musée, mais il y a des galeries. Ouais, je Parce sais. qu'on me pose souvent la question en DM. Donc tout ce processus-là a fait que ma direction artistique, elle a continué de se développer et que c'est devenu forcément de plus en plus professionnel. Et donc, tu penses que t'as forcément besoin de te nourrir d'autres arts pour apporter quelque chose de plus à ton art à toi? Bien sûr. Bien sûr, c'est comme tes inspirations. Moi, mes principaux inspirations, c'est mes parents, mes grands frères, enfin, mon grand frère, mes deux autres frères, parce que je suis triplé, ma copine et ma belle-sœur. Ce sont des personnes qui, à leur manière, m'inspirent au jour le jour, de par leur créativité, de par leur combativité, et même de par leur vie en général. Parfois, je regarde un peu ce qui se passe, ce qu'ils font, selon, parce qu'ils sont tous dans des secteurs d'activité complètement différents. Et parfois, ça peut m'inspirer un projet, par exemple, je pourrais te dire une connerie, se battre. Ben, je pars de, voilà, de ça, moodboard, écriture, et c'est parti. Mais tout part de quelque chose. Et du coup, c'est quoi tes inspirations dans la photo? Euh, Dans la photo, le minimalisme. J'adore voilà, ce qui est simple, épuré. Pour moi, c'est simple et efficace. C'est vraiment le style de photo, peut-être pas qui me correspond le mieux. Parce que mes photos, elles sont pas du tout minimalistes. Elles sont plus minimalistes dans ma manière de me positionner et dans ma scénographie. Mais peut-être pas forcément dans le background. Parce que bon, le minimalisme, ça va être très blanc. Ça doit être soit très blanc, soit très noir, soit Très uni, très... quoi. Voilà, très uni, pas beaucoup de détails. Moi, c'est vrai que sur certains projets, il y a quand même pas mal de détails. Les éléments récurrents. Donc ça peut être un livre. En ce moment, je suis beaucoup axé fleurs, bouquet de fleurs ou roses. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute une touche un peu poétique à la chose. Et l'émotion d'une personne, qu'elle soit triste ou joyeuse. Ça, j'avoue, ça me pousse à créer. Ça te pousse à créer, Ouais, carrément. Du coup, toi, l'émotion. c'est les émotions qui te poussent à créer. Ça, ton Ouais, fil rouge. exactement. L'émotion, constamment. Tu vois, je vais être encore tatillon une fois de plus, tu vois, mais tu me dis que, par exemple, les fleurs, en ce moment, c'est ton totem du moment, parce que ça permet de véhiculer des émotions facilement. Mais c'est pas neuf, ça. Tu vois, dans le sens où euh, les fleurs, depuis longtemps, Bien ça sûr, reflète des émotions. bien sûr. Tu vois, donc comment, toi, t'arrives à prendre ce truc qui est hyper connoté à l'origine pour tout le monde et en tout temps, et d'en faire un truc particulier? En le retranscrivant à ma manière. Tout bêtement, par exemple, ma dernière petite série, Psychotic Love, je me rappelle, donc on était avec le photographe, c'était un fond gris à la défense, un fond très très sombre. Je savais la tenue que j'allais mettre en place, donc je me rappelle, j'avais un t-shirt noir et un blazer gris, donc histoire des coordonnées déjà. Et les trois roses en question, c'était justement des roses blanches. Donc les roses blanches, c'est l'aspect très pur, très, très féerique des choses. Et moi, mon but, c'était de faire un portrait, déjà forcément en fermant les yeux. Quand tu fermes les yeux et que tu essayes d'avoir des éléments récurrents d'une telle softness, si je puis dire, ça te permet déjà de dégager quelque chose de différent. Et même si je reprends des éléments qui sont bah, à l'ordre du jour, forcément, je le retranscrirai toujours d'une manière différente. Faut toujours que ça soit différent. Ça peut être dans ma bouche, en ce moment c'est dans ma bouche, histoire de couvrir ma bouche le plus possible. Bah la prochaine fois ce sera peut-être ailleurs. Bien sûr, je spoil pas tout. Hmm. Mais choisir un élément. Par exemple l'année dernière, en mai dernier, ben, le projet libre, on était dans un champ. Des éditos en photographie pour des marques dans des champs, il y en a plein. Mais on aura toujours l'envie de le retranscrire différemment. Soit avec la tenue, soit avec ma position, soit en rajoutant encore une fois un élément récurrent. On avait rajouté un drap blanc. Voilà, l'aspect pur, l'aspect softness. Donc pour moi, c'est ma différence à moi. Alors, la question qui me vient là, c'est pour savoir qu'on est unique, faut regarder tout. Bien sûr. Je dis pas qu'il faut se mettre à jour là partout, mais faut être curieux.
Si on n'est pas curieux, c'est compliqué. J'essaie de m'intéresser à un maximum de choses, que ce soit dans l'art ou autre chose qui n'a strictement rien à voir. Par exemple, j'avais pas fait des études dans l'art, alors que tout le monde pensait que j'allais faire un cursus très classique, communication, direction artistique. J'ai tout fait en autodidacte, aussi parce qu'on m'a poussé à me cultiver, et on m'a poussé à découvrir des choses, à sortir de ma zone de confort. Sortez toujours de votre zone de confort, allez toujours voir ailleurs, n'ayez pas peur du renouveau. Et c'est aussi pour ça que mon style de photo et ma vision de la photographie et de l'art de manière générale a énormément changé en 5 ans. Sincèrement. Mais parce que ouais, c'est ça, le truc c'est que je me dis, mais c'est pareil pour tous les artistes en vrai, tu vois, on veut tous être uniques, tu vois. Je disais ça récemment dans un podcast que j'ai diffusé en plus, tu vois, on veut tous être uniques, c'est la tare des artistes. Le truc c'est qu'en fait, on sait pas ce qui se fait partout dans le monde à l'instant où on le pense ou on le dit, Exactement. tu vois. Et moi je pourrais écrire une histoire et croire qu'il y a que moi qui l'ai écrit ou penser Alors que comme c'est pas ça. le cas, ouais. Peut-être c'est pas le cas. Mm. Tu vois, tu me parles de. Tu vois, là, tu me parles de drap blanc. En tête, j'ai des images d'un autre photographe. Exactement. Tu vois, Voilà. j'ai des images de. Je sais plus son nom, mais le photographe qui s'occupe actuellement des photos pour Vogue, je crois. Ah, il y en a pas mal. Vogue. Celui qui a fait la série avec Beyoncé en couverture de Vogue. Tu vois, où lui, Je vois c'est qui, ouais. il aime bien mettre des draps derrière les gens, faire des espèces de comment dire, dans les studios ou dans les décors extérieurs, il drape toujours, il met des draps accrochés comme s'ils séchaient et tout, tu vois. Exactement, élément récurrent, ouais. Ouais, ça me fait penser à ça, tu vois ce que tu me dis. Voilà, il essaie de Tu faire vois, ce que tu vois de qui je n'importe... parle? Oui, oui, oui. Je vois pas son nom et prénom Ouais, moi tout non de plus, suite, j'ai mais plus je vois son. ce qu'il fait. C'est à la portée de tous, mais tout le monde n'aura pas cette idée-là. Et déjà de un, personne n'aura cette idée-là, et même si la personne en question aura cette idée-là, elle va jamais la retranscrire. Pareil. Voilà. Il y a plein de thèmes que j'ai peut-être recopiés, c'est possible, parce que tu peux forcément t'inspirer de plein de choses, mais que j'ai jamais... Enfin, je me suis inspiré, mais je n'ai jamais recopié. C'est c'est toi et toi seul. En fait, ton art, il est unique, parce que c'est toi qui le retranscris toi-même, et t'es pas une pâle copie de quelqu'un d'autre. De toute façon, une copie de quelqu'un d'autre, ça se voit. Tu peux pas te cacher. Alors que quand t'es sincère et honnête avec toi-même, et honnête dans ton art, ça se voit aussi très facilement. Ok. J'ai une question que je pose de façon récurrente ici, tu vois. Mais toujours de manière différente parce que c'est toujours différent pour chacun. Et c'est la question de l'autocritique, tu vois. Mais toi, j'ai envie de la préciser parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu maîtrises tout. Dans le sens, c'est la première fois que je reçois un photographe qui maîtrise toutes les étapes de la photographie. Au-delà juste de la prise de photo et de l'édition de la photographie, de la photo, il maîtrise tout. Du coup, tu te mets en modèle pour vraiment retranscrire tes idées. Tu te mets à la DA pour vraiment voir toutes les idées qu'il y a derrière et profondément les creuser. Tu es lié à tes émotions, du coup, tu es toujours d'être dans le vrai. Tu as une Exactement. rigueur extrême sur les projets qu'on te propose et sur ce que tu proposes pour vraiment être en accord avec toi et jamais te dévoyer par rapport à ce que tu proposes. Du coup, tu pourrais te dire que tout ce que tu fais, c'est bien. Vu que tu as la maîtrise extrême de tout ce que tu fais. Non, parce que la perfection, elle n'existe pas. Donc, pour moi, à mes yeux, c'est bien, mais j'essaie quand même de continuer de passer des paliers, de continuer de franchir des étapes et de pas m'arrêter à mon niveau où je suis actuellement. Donc, je continue de creuser, je continue de voir des galeries que je connaissais pas. Là, avant-hier, non, même pas avant-hier, hier, je suis allé voir une galerie euh, qui est souvent exposée à Paris dans le 8e arrondissement. Je suis allé la voir à Pantin, c'est la galerie de Tadeusz Ropac. Et bah à Pantin, la retranscription de cette galerie-là, elle n'est pas du tout pareille que dans le 8e. Il y a vraiment des choses complètement différentes, donc j'ai une vision complètement différente. Et c'est partout dans n'importe quel thème, hein, que ce soit dans la créa ou dans la vie de manière générale, tu vas changer d'entreprise, le mindset sera complètement différent. Et ben c'est pareil dans l'art. Il faut toujours se cultiver, toujours voir un peu ce qui se passe, euh, voir les choses un peu à l'ancienne. J'adore l'histoire. Un peu moins la géo, mais j'adore l'histoire. J'avais déjà fait
une licence en histoire qui n'avait pas bien fonctionné, mais j'adore. Et ben, typiquement, je me suis remis un peu dedans. Et il y a plein de décors, voilà, à l'époque de Versailles que je trouve intéressant, et qui peut être parfaitement intéressant par rapport à un projet en particulier. C'est plein de petits trucs comme ça. Donc, c'est pas mal, c'est bien, je suis content, mais je peux toujours mieux faire. Ok, tu peux mieux faire. Ah oui, Mais, toujours. on est d'accord. Mais est-ce que des fois, c'est pas bien? Parce que du coup, là, tu me dis que c'est toujours bien. Alors, c'est pas bien. Si c'était pas bien, je posterais pas. Ouais, Ça peut ne pas être bien pour les autres, mais par contre, ça, c'est mais pour toi, c'est ça que je veux savoir. une Moi. grosse précision. Moi, quoi qu'il arrive, si je fais quelque chose et que je le poste, c'est que c'est bien. La vie des gens, je vais pas te dire que ça m'importe peu. Et le plus important, déjà, c'est moi. Hmm. Ensuite, si les gens les apprécient, forcément, tant mieux. Si mon travail peut être visible par un plus grand nombre de personnes, tant mieux. Mais je fais pas ça pour ça. Mais ça t'est déjà arrivé de travailler sur un gros projet pour toi ou pour les autres, hein. Euh, Parce que là, tu me dis, quand je poste, si je poste, c'est que je trouve que c'est bien. Est-ce que t'as pas déjà... T'as pas... Tu n'as pas posté un projet parce que au final, t'as trouvé que c'était pas bien et t'avais beaucoup travaillé dessus. Non, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc t'arrives toujours à atteindre au moins ce niveau de c'est bien pour toi. Ce niveau de satisfaction d'un point de vue individuel, ouais. Après, d'un point de vue collectif par rapport au regard extérieur, ça, Ouais. honnêtement, je sais pas du tout. Hmm. Ouais, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, comme dirait l'autre. Exactement, jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de critiques ou de commentaires négatifs. Tant mieux. Euh, ça veut dire que c'est pas trop mal. Je te souhaite que Mais ça je compte continue. pas, moi aussi, mais je compte pas du tout sur ça. Pour moi, tout ce qui m'importe, je vais dire quelque chose de très vrai. À la fin de la post-prod, quand je suis prêt à publier, si je regarde et que je me dis waouh, trop bien. Même si ma mère ou ma copine ou mon frère, bon, ça te saoule sur le moment forcément, mais à partir du moment où toi tu kiffes, bah c'est le plus important. Et c'est partout pareil, et c'est vraiment mon indo. Si vous adorez ce que vous faites, qu'importe ce que pensent les gens, foncez, continuez comme ça, parce qu'il y a vraiment que ça de vrai en vrai. Hmm. Et vous serez pas déçus et vous allez pouvoir profiter de la vie et kiffer ce que vous faites à fond, quoi, tout simplement. Et du coup, dans toutes ces œuvres qui sont bien pour toi, est-ce qu'il y en a une dont tu es la plus fière? Ouais. Ouais, le projet libre de l'année dernière. Explique un peu. Bah, alors il y a eu le Covid. Le Covid, je l'ai eu 3-4 semaines. Donc pendant 3-4 semaines, j'étais vraiment pas bien, forcément. Euh, et après mon anniversaire, j'étais un peu en plein doute. Je me disais, bon, que faire? Qu'est-ce que je vais faire à la sortie? Qu'est-ce qui va se passer? On nageait un peu en eau trouble à ce moment-là. Et je me suis dit, on a fait beaucoup de meetings avec les membres de mon équipe. Et moi, je me suis dit, bon, on va essayer de voir les choses différemment. Pas suivre les codes. Faire ce que toi tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment sans te mettre de pression. Et c'est pour ça que je pense que ce projet-là, il était d'une authenticité incroyable. C'est que, ben, quand tu vois cette photo-là, tu dis, ah ouais, lui, il s'enlève d'un poids. Vraiment. C'était vraiment ça que je voulais retranscrire. Moi, ça a été vraiment horrible. Je dis pas que je suis vraiment quelqu'un de libre. Mais voilà, j'aime bien bouger, je suis un électron libre, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Rester enfermé, c'est... En tout cas, au début, c'était extrêmement difficile pour moi, en sachant que j'avais quelques petits problèmes personnels qui ont fait que ça n'a rien arrangé, et où je devais aussi travailler sur moi aussi, donc je pense que ça a joué beaucoup là-dessus. Mais ce projet-là, c'est la satisfaction de me dire, les choses vont aller mieux. En tout cas, pas au niveau de la situation sanitaire, parce que bon, bah, on y est encore. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, je savais que ça allait aller mieux après ce projet-là. Et je me suis pas trompé parce qu'aujourd'hui, bah, En fait, c'était libre de te libérer toi-même, en ouais, fait. et depuis, bah, ça va très bien. Et même au niveau de mon art, ça s'enchaîne. Après chaque petit projet ou chaque gros projet, j'ai toujours une idée, j'anticipe. Enfin, je pense que tu dois le savoir mieux que quiconque. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, je suis arrivé à un niveau où je ne peux que continuer d'aller haut. Voilà. Progresse, je regarde plein de choses, je me documente, je fais des rencontres. Je suis très axé humain parce que pour moi, être dans l'humain, c'est très important. J'essaie de comprendre la façon dont les gens pensent.
sans donner une confiance. Moi, j'ai pas de barrière, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'essaie de comprendre comment fonctionne le monde et comment moi je peux m'intégrer dans ce monde-là avec mes skills et avec mon ambition et mon art forcément d'un point de vue créatif. Tout Mhm. simplement. De toute façon, c'est un peu comme le principe de la montgolfière. J'aime bien les métaphores, tu vois, mais quand tu te délaisses, tu peux que monter. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ton projet libre et libéré, parce que Voilà. quand tu te libères un peu, ça te permet de grimper parfois. Exactement. Et tu lâches prise et il n'y a rien de mieux. Et aujourd'hui, bah, j'enchaîne et je continue de progresser. Il y a plein d'autres opportunités qui arrivent. Et c'est cause-conséquence. Quand ça va pas, forcément que c'est compliqué. Après, voilà, faut garder les pieds sur terre. Mais si t'es bien entouré, il n'y a pas de souci. Mais si t'es bien entouré, t'es créatif, cultives, tu fais ce qui te plaît, tu peux gagner autant, voire très peu d'argent. Hmm. Le plus important, il est un petit peu ailleurs, quoi. Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Voilà. Bah merci, on va conclure. Pas de souci. Pour conclure, toujours trois petites questions. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori. Une fleur. Une fleur? Ouais, la rose. Ok. Ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Alors, ma copine, elle me drive beaucoup dans la déco. Et il y a une galerie que j'adore. Donc, c'est la galerie Patrick Seguin. Et l'artiste s'appelle Jean Prouvé, si je ne me trompe pas. Et il est très axé déco d'intérieur. Et c'est très minimaliste, pardon. Et il y avait une table basse en beige. Je la trouvais toute simple et en même temps vraiment magnifique. Et je trouve que c'est beau d'allier vraiment le minimalisme, la manière un peu épurée, sur ce genre d'objet, pardon. Donc ouais, la table basse de Jean Prouvé à la galerie Patrick Seguin. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Lâchez prise. Essayez de vous connaître vous-même. Essayez de voir vos hobbies, vos passions, les choses que vous aimez faire, les choses que vous aimez pas faire. L'art ne se résume pas à la peinture, la photographie. Tout est art. Tu peux cuisiner, tu peux faire de l'art. Tout est art. C'est vous seul qui avez votre propre définition de l'art. Donc, lâchez prise, faites-vous plaisir. Je vous demande pas d'avoir confiance en vous parce que c'est hyper compliqué, mais faites les choses pour vous. Je pense qu'il n'y a rien de plus important et la confiance et le fait d'être bien auteur aussi, ça joue beaucoup et tout viendra ensuite. Mais vraiment, en fait, amusez-vous, quoi. Éclatez-vous sans vous prendre la tête. Lâchez prise et amusez-vous. On va retenir ça. Exactement. Merci beaucoup. Et je t'en prie, Du Dixon. coup, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on va mettre le lien vers ton Instagram pour que tout le monde voit ton travail dans la description. Pas de souci. Et merci. Mais c'est À moi la qui te prochaine. remercie. Yes. Salut. Salut.